Paris qui perd un demi%, Francfort qui recule de 0,18%, la Suisse qui termine en baisse de 0,02%, le S&P 500 a reculé de 0,01%, pendant que le Nasdaq montait de 0,03%. Inutile de vous dire que j'ai bien eu raison de passer la journée sur une terrasse tellement il n'y avait rien à dire ou rien à faire. Alors oui, bon, il s'est passé 2-3 trucs sur des titres individuels, il y a un peu de trucs dans la géopolitique, il y a des histoires sur des titres comme Intel où ça commence à friser le Muppet Show, mais autrement, c'était une journée d'attente. Évidemment, pas besoin d'être un génie pour se dire que personne ne veut faire les grandes manœuvres en attendant le discours de Powell en fin de semaine, surtout quand les marchés sont chers et proches des plus hauts de tous les temps. Personne n'a envie de faire les emplettes, même si tout le monde s'attend à un discours plutôt encourageant en direction d'une baisse des taux en septembre et que l'on espère toujours un accord de paix sur l'Ukraine alors que les grands de ce monde se passent la pommade à Washington. Bref, on a toutes les raisons de croire que ça va continuer de monter, mais là tout de suite, dans le doute, on va attendre quand même. Hier, c'était donc la grande journée du brassage d'air et du presque rien total. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, je suis Thomas Vaillet et nous sommes le 19 août. Il y a toujours la guerre en Ukraine, Powell n'a toujours pas baissé les taux et les Japonais investissent dans Intel. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Hier, Wall Street a terminé, nulle part. Le S&P a donc perdu 0,01% et le reste était plat comme une crêpe mal cuite. Bref, on n'a rien appris, mais tout le monde retient son souffle avant le grand rendez-vous de la semaine. Powell à Jackson Hole vendredi. On ne va donc pas revenir sur le sujet, il était largement abordé. On va juste patienter jusqu'à vendredi pour voir si Powell nous file des indices sur ce qu'il fera en septembre. Mais pour être franc avec vous, si on regarde un peu ce qui se passe dans les médias qui n'ont pas la science infuse, bien sûr, on se rend compte quand même que l'on commence à se demander si par hasard on n'est pas un tout petit peu trop bullish sur la suite des événements. Aujourd'hui, tout le monde parie sur un cadeau de Powell en septembre, une baisse de 0,25%, probabilité 85% à 90%, autant dire que c'est largement déjà dans les prix. Ce qui laisse sous-entendre que même si la Fed délivre la baisse attendue, elle pourrait refroidir le monde merveilleux de la finance en rappelant qu'elle a encore une mission: tuer l'inflation. Et vu que l'indice PCE, son thermomètre préféré, stagne à 2,6% aux dernières nouvelles, donc au-dessus de l'objectif des 2%, la Fed n'a aucune envie de laisser entendre qu'elle va reproduire cette baisse attendue durant les autres meetings qu'il reste en 2025. Résultat, les marchés rêvent de plusieurs cuts, mais Powell risque de leur dire « calmez-vous les gars, c'est pas Noël tous les jours ». Ce qui nous mène à ce vendredi. Oui, parce que le danger, c'est que si Powell a l'air un petit peu trop faucon à Jackson Hole, les marchés pourraient valider un scénario où l'on ne baisse les taux qu'une seule fois et devenir plus attentif au fait que le marché se paye quand même très cher. Et que sans une baisse des taux de 100 points de base dans les prochains 6 mois, ça va devenir compliqué de justifier des prix pareils. Même le narratif de l'intelligence artificielle pourrait peut-être ne plus suffire à court terme. Si, c'est possible. Bref. Perso, j'en sais rien, mais en lisant mes journaux préférés du matin, j'ai eu comme l'impression qu'on commençait un petit peu à resserrer les ceintures et à repérer où sont les sorties de secours. Mais on va pas paniquer non plus, on n'est pas là. On sait que le marché a des tendances volatiles dans ses sentiments et que sur un mot un peu plus sexy de la part de Powell, ce que je viens de vous dire pourrait rapidement se retrouver aux oubliettes alors que tout le monde n'aura Dieu que pour les 7000 sur le S&P 500. En gros, le vrai sujet du moment, c'est que le marché veut savoir si Powell va enfin dégainer une baisse de taux le mois prochain. On va déjà y aller progressivement, mais dans l'attentisme d'hier, on ne parlait pratiquement que de ça. Selon Goldman Sachs, d'ailleurs, vu la faiblesse du marché de l'emploi, la Fed est déjà convaincue de devoir lâcher du lest. Et effectivement, les chiffres du juillet ont été très moches, on s'en souvient, avec des révisions massives à la baisse sur les mois précédents. La reine des banques d'affaires parie donc sur une baisse de 0,25%, mais pas un mot de plus sur ce qu'il pourrait faire après. Mais tout le monde n'est pas d'accord avec ça, puisque à la concurrence, chez Morgan Stanley, par exemple, on parie sur le fait que Powell ne fera rien cette année. À moins que les chiffres de l'emploi du mois d'août soient vraiment dégueulasses. Ce qui devrait être le cas puisque le nouveau patron du BLS est un homme de Trump, donc autant vous dire qu'il va faire ce qu'il faut pour que la Fed
n'ayez pas le choix. Bref, on peut encore parler des heures et des heures et des heures, mais à la fin, il va quand même falloir attendre la fin de la semaine pour en savoir plus et arrêter de se perdre en conjectures dans tous les sens. En gros, hier, les marchés n'ont rien fait et on espère sincèrement que les premiers chiffres des retailers, avec Home Depot qui va essuyer les plâtres avant l'ouverture aujourd'hui, vont nous donner un peu de grain à moudre parce que là, tout de suite, j'ai comme l'impression que je tourne en rond. Alors après, comme je vous le disais, il s'est quand même passé des trucs. Et je crois que l'animation de la journée d'hier s'est concentrée sur Intel et ça promet de durer encore aujourd'hui. Permettez-moi donc de vous conter l'histoire d'Intel. Il était une fois l'action Intel qui a dévissé de 3,7% après qu'un article de Bloomberg ait lâché la bombe. L'administration Trump songerait, conditionnel, à prendre 10% du capital du fabricant de semi-conducteurs. Alors là, vous me direz, oui, mais alors pourquoi Intel se fait taper dessus alors que Trump veut parier l'argent du contribuable dans la société? Eh ben, c'est toute la beauté de l'interprétation des nouvelles vues du côté des experts du monde de la finance. Oui, parce que si vous vous souvenez correctement, la semaine dernière, on a déjà parlé d'investissement de la Maison Blanche dans l'ancien roi des semi-conducteurs. Donc hier, on a fait un petit peu ce que l'on sait si bien faire après avoir acheté la rumeur la semaine dernière. Et bien aujourd'hui, hier, on a vendu la nouvelle. Pour ceux que ça intéresse, selon Bloomberg, Trump et ses amis vont transformer une partie des 10,9 milliards du fameux Chips and Science Act en actions. Autrement dit, tiens, on t'aide, mais en fait, on va tout simplement devenir ton propriétaire. À la valorisation actuelle, 10% d'Intel, c'est 10,5 milliards. Ça laisse plus grand-chose pour soutenir le reste des semi-conducteurs, mais bon, on a donc un gouvernement qui s'apprêterait à convertir des aides au développement du secteur en investissement. La Maison Blanche est en train de devenir un hedge fund, on dirait la BNS. Mais parce qu'il y a toujours un mais, rien n'est encore décidé. La Maison Blanche ne confirme rien et personne ne sait si l'idée sera appliquée ailleurs dans le secteur. Ce qui est savoureux dans tout ça, c'est que la semaine dernière, juste sur la rumeur, le titre avait pris quasiment 23%, meilleure perf depuis le mois de février. Euphorie totale. Et puis, donc, comme souvent à Wall Street, quand on réalise que l'État actionnaire, ça peut aussi vouloir dire moins de liberté, plus de politique, les investisseurs, ils sont vite redescendus du manège. Résultat, Intel s'est pris 3,7% dans les dents. Prise de profit, blablabla, blablabla. Mais le conte de fées ne s'arrête pas là. Il ne s'arrête pas là puisque cette nuit, ou plutôt ce matin, Intel a reçu une bouffée d'oxygène de 2 milliards de dollars injectés par SoftBank. L'opération fait du groupe japonais l'un des 10 plus gros actionnaires d'Intel, près de 2% du capital, et marque un pari très clair, les semi-conducteurs américains seront la clé dans la course à l'intelligence artificielle. SoftBank, déjà engagé dans un projet pharaonique de data center, le fameux projet Stargate dont on avait parlé au début de l'année, mise très gros sur le redressement de la firme de San José. Nous sommes donc passés d'Intel que plus personne ne voulait à SoftBank qui signe un chèque de 2 milliards et au gouvernement américain qui court après Intel. SoftBank jure que son investissement n'a rien à voir avec la Maison Blanche, c'est donc simplement un chèque de plus. Intel se traite donc déjà en hausse de 5,6% hors bourse et SoftBank plonge de 5%. Moralité, Masayoshi Son croit au comeback d'Intel, les marchés un peu moins à SoftBank, dans l'immédiat en tous les cas. La suite au prochain épisode ou au prochain tweet de Donald Trump. Et puis bien sûr, on parle géopolitique, on est obligé puisque lundi c'était le grand théâtre géopolitique à Washington. Trump, Zelensky et une brochette de dirigeants européens dont on ne connaît même pas les noms étaient réunis autour d'un objectif officiel, mettre fin à la guerre en Ukraine, sans surprise jusque-là. Au menu, il y avait donc des discussions sur des garanties de sécurité et humanitaires, l'idée que l'Europe financerait l'achat d'armes américains pour l'Ukraine, et ça c'est un coup de maître de Trump, le gars est en train de faire financer des achats d'armes américaines par les Européens pour les Ukrainiens. Et c'est encore eux qui vont payer, mais cette fois, c'est pour que les ricains fassent du pognon sur leur dos. 90 milliards. Je sais pas, moi j'adore, je suis méga fan. Et alors pour terminer cette discussion d'hier, Kiev pourrait également avoir la possibilité de produire des drones chez eux, dont certains seraient directement achetés par les Américains. Pas question en revanche de parler redécoupage des frontières, même si Zelensky a avoué avoir argumenté avec Trump sur une carte des territoires occupés. Traduction, Trump a sorti sa règle et Zelensky n'a pas trop aimé les pourcentages. Trump a interrompu également la réunion pour aller passer un coup de fil à Poutine. Les Européens n'étaient bien sûr pas conviés, mais tout le monde a fait semblant que c'était coordonné. Et le Kremlin a trouvé ça très constructif, bien sûr. Et maintenant, Trump veut organiser une rencontre directe, Poutine-Zelensky, puis un trilatéral avec lui en star du show.
Zelensky a dit qu'il est partant dans n'importe quel format. Il faut aussi comprendre qu'il n'a pas vraiment le choix. L'ambiance était beaucoup plus soft et beaucoup plus détendue que la dernière fois en février, où ça avait fini en engueulade. Zelensky avait mis un costume civil cette fois, pas son look militaire qui avait irrité Trump, et il a même apporté une lettre de remerciement signée par la première dame d'Ukraine à destination de Melania. En tous les cas, il faut reconnaître une chose, c'est qu'à force de négociations tout azimut, Trump est en train de ramener un business et un fric fou aux USA. Peut-être bien qu'à la fin, il va réussir à rendre l'Amérique great again. Et pendant que l'on parlait Jackson Hole et armement ukrainien, le pétrole a repris 0,8% à 63,32, pas uniquement à cause des discussions de la journée, mais aussi parce que Peter Navarro, conseiller de Trump, a accusé l'Inde de financer la guerre en Ukraine en achetant du pétrole russe. Il faut vraiment être sur tous les fronts en ce moment, et ça, même si les marchés n'ont pas fait grand-chose hier. Bref, lundi, c'était une journée d'attente, tout le monde s'ennuie un peu, tout le monde attend Powell, et en attendant, on regarde les retailers et Intel et on prie pour que l'emploi du mois d'août ne vienne pas casser l'ambiance. Vu qu'il n'y a pas des masses de choses à raconter, je voudrais juste vous montrer un seul graphique. Non, parce qu'au milieu de tout ça, au milieu d'un marché au plus haut de tous les temps, un marché qui attend une baisse des taux pour aller encore plus haut, une baisse des taux et en plus les chiffres canons de Nvidia la semaine prochaine, il est intéressant quand même d'observer certaines choses. Alors attention, ce que je vais vous montrer, ça n'a pas pour but de vous prouver que le marché va se péter la gueule demain matin. Le but est simplement de vous mettre en garde contre certaines aberrations qui sont de retour et qui pourraient, conditionnel, ne pas bien se terminer, tout en étant en même temps des signaux comme quoi le marché marche sur la tête. Comme disait Sir Templeton, les mots les plus dangereux dans le monde de l'investissement sont « cette fois c'est différent ». Retenez bien cette citation. Voici donc ce graphique. C'est le graphique des sociétés technologiques qui ne gagnent pas d'argent. C'est le Non-Profitable Tech Index qui vient de rebondir de 66% depuis le mois d'avril. Oui, 66% et tout ça alors que le S&P 500 n'a pris que 31% sur la même période. Le concept de cet indice est assez simple. Il regroupe toutes les boîtes de techno qui crament du cash à la vitesse de la lumière, mais qu'on continue d'adorer parce qu'elles croissent vite et qu'elles font rêver les investisseurs qui aiment jouer au casino. Le timing est assez croustillant. Entre février et avril, le même indice s'était pété la gueule de 33%. Et là, bam! C'est l'un des plus gros rebonds de l'histoire des techs qui perdent de l'argent. Pour remettre les choses en perspective, en 2020, ces titres avaient explosé de 300% avant de quasiment tout rendre et même plus dans le bear market de 2022. Moralité, les investisseurs sont de retour dans le bac à sable des actions spéculatives. Ça brûle les doigts, ça fait mal aux fesses, mais tout le monde s'y précipite quand même. Méfiance quand même, parce que c'est pas le seul indicateur qui est déjanté en ce moment, et je ne manquerai pas de vous en montrer d'autres ces prochains jours. Pas parce que je suis négatif ou bearish, juste parce qu'il vaut mieux être informé et bien informé dans ce genre de période de marché. Du côté des chiffres du jour, c'est toujours Waterloo morne pleine et on risque bien d'attendre de nouveau encore pas mal aujourd'hui. Les futurs ne font rien et moi non plus. Passez donc une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français, de liker, de partager et de commenter tout ça. Et nous on se retrouve bien sûr demain. Allez, bye bye!